Bonjour, c'est avec un immense plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour parler de ce segment croissance et défis opportunités. Judith, Jean-François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Judith, PDG de chez Cookit, Jean-François, vice-président de chez SBI. J'ai envie de commencer tout de suite avec toi, Judith. Parle-nous un peu de Cookit. Qui est Cookit? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Bonjour tout le monde. Judith Fedière, présidente cofondatrice de Cookit. Donc, Cookit est une entreprise qui a lancé en 2014. Et à ce moment-là, nous étions les premiers qui se lançaient dans le kit à cuisiner. Et aujourd'hui, maintenant, c'est kit à cuisiner, prêt à manger ainsi que produits du garde-manger. Donc, nous, notre mission, c'est d'être la meilleure façon de manger. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui a une vie à gérer, de prendre les bonnes décisions alimentaires pour choisir vraiment qu'est-ce qui est de saison, qu'est-ce qui est local, qu'est-ce que les enfants vont aimer, comment résister à l'inflation du panier d'épicerie. Ça prendrait quasiment 40 heures par semaine pour prendre les bonnes décisions avant d'aller à l'épicerie. Et nous, chez Cookit, vraiment, on a une équipe d'experts qui est de chefs, d'acheteurs, de nutritionnistes qui vont mettre toute leur belle expertise au profit de la création d'un menu personnalisé à chaque semaine. Donc, Cookit, c'est une entreprise qui compte maintenant plus de 600 employés et environ 70 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est une compagnie qui a connu une belle croissance quand même. Donc, ça a été rock'n'roll les premières années. Je veux dire ça comme ça. Merci, merci. Jean-François, de ton côté, SBI, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Oui, SBI, en fait, on est un manufacturier de poêles et foyers. Donc, on est moins connu sous le nom de SBI, plus sur nos marques. Donc, on fait la marque Drolet, les foyers Valcourt, les poêles Osborne. Donc, nous autres, notre mission, c'est de perfectionner l'art du feu. Donc, finalement, on s'est concentré beaucoup dans le bois, dans les combustibles solides depuis le début de notre création. Donc, nous autres, depuis 1999, qu'on a repris la compagnie Drolet et qu'on a fait croître cette entreprise-là qui s'appelle maintenant SBI. Comme on a plusieurs marques, finalement, ce qui nous différencie beaucoup dans l'industrie, c'est d'avoir plusieurs marques opérées dans plusieurs segments de marché et à travers multi-réseaux aussi. Là. Donc, on est autant en B2C qu'à travers des distributeurs avec d'autres marques, des boutiques spécialisées, des quincailleries. Donc, c'est vraiment ça qui a différencié SBI avec les années. Puis ensuite, en termes de progression, là, nous autres aussi, on est à peu près au même chiffre d'affaires, un peu moins d'employés. On est plus de 250 employés, 80 millions de chiffre d'affaires cette année. Hautement automatisé en termes de processus manufacturiers. Là. Donc, c'est ce qui nous a permis de survivre aussi à travers les années. Là. Merci, très intéressant. Et ça m'amène à ma prochaine série de questions, parce que quand je préparais notre panel d'aujourd'hui, puis on a triché un peu, on s'est parlé la semaine passée. Mais une des choses que je voyais, vos deux entreprises sont dans des domaines totalement différents. Par contre, ce que je voyais, vous avez un grand point commun, puis c'est la croissance. Puis là, vous m'avez parlé, oui, de ce que vous faites, le chiffre d'affaires où vous êtes rendu. Mais pour les gens qui nous écoutent, je vous le dis, là, c'est une croissance exceptionnelle que nos deux entrepreneurs ont connue avec leur organisation. Pouvez-vous me donner une idée, je commencerai par Judith, de la croissance de ton entreprise dans les dernières années, puis à quelle vitesse fulgurante ça s'est passé? C'est ça, moi j'ai tout le temps de la misère avec cette question-là de croissance fulgurante parce que Cookit, quand je l'ai lancé, je l'ai imaginé gros dès le début. Donc moi, la première année, là, on a fait 92 000 de chiffre d'affaires. Là. Maudit que je trouvais le temps long, puis c'était pas du tout ça que je m'étais imaginé. Nous, on s'est donné comme objectif de franchir le 50 millions d'ici les 5 premières années. Ça a été une mission accomplie là, à comme 3-4 mois d'intervalle. J'étais pas là pour... j'étais quand même bien contente d'être arrivée là. Donc, nous, les 5 premières années, on a réussi à tripler l'entreprise à chaque année. Ça, je dis tout le temps qu'on le fait via 3 piliers. Moi, je mets toute ma vie en piliers maintenant. Là. Fait que le premier pilier, c'est d'investir chaque dollar qu'on avait en vente dans l'amélioration de l'expérience client et dans le marketing. Donc, les 4
premières années, mettons, Cookit, là, tu regardais, là, l'usine, là, c'était sanitaire, parce qu'on faisait quand même de la nourriture, mais il n'y avait rien de flashy, là. Les bureaux, c'était des vieux bureaux de chez Ikea qu'on trouvait sur Kijiji. Fait que c'était vraiment, là, tu rentrais dans nos bureaux puis tu n'avais pas du tout l'impression qu'on était une start-up parce que chaque dollar était vraiment réinvesti dans la croissance. Fait que ça, c'était le premier pilier. Puis, tu sais, Cookit, c'est une brand, justement, c'est une marque qui est dans le B2C. Donc, la notoriété est importante. Donc, c'est pour ça qu'on est très, très, très présent partout, qu'on investit en notoriété, dans les médias sociaux, etc. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est les acquisitions. Dès 2016, j'ai lancé Cookit en 2014. Dès 2016, on a complété notre première acquisition. On avait 600 clients à ce moment-là. On a discuté, j'ai discuté avec un de mes compétiteurs qui en avait 300. Et quand on a marié les deux entreprises, ça a vraiment donné lieu à quelque chose de grand. Tu sais, c'était comme la première fois qu'on était vraiment finalement une vraie business, qu'on pouvait bénéficier d'économies d'échelle, qu'on pouvait avoir comme un plus gros payroll, qu'on pouvait déménager dans un nouveau local. Puis ça, cette croissance accélérée-là, j'y ai vraiment, vraiment pris goût dans le comme deal-making. Justement, après ça, ça a donné suite avec l'acquisition de Miss Fresh qui appartenait à Metro, qui était comme une plus grosse transaction. Puis après ça, une autre acquisition dans le domaine du prêt-à-manger. Et on continue à regarder ça dans ce... Et mon Dieu, j'ai oublié mon troisième pilier. Pourtant, j'en parle tout le temps. Marketing, acquisition. Et... Non, attends un peu, je l'ai. Et dans le lancement de nouvelles verticales. Donc, Cookit était uniquement dans le kit à cuisiner, mais justement, là, on avait une database des clients, des abonnés. Donc, lancer le prêt-à-manger, donc lancer différentes verticales avec le même écosystème. Pour nous aussi, ça a été très payant en termes de croissance. Donc, ceci étaient mes 3 piliers. Ouf! Mais on parle de croissance, je vous dirais, c'est une croissance, même si tu dis que c'est de la misère à voir que c'est effréné, je peux te dire que c'est très effréné. Quand on parle de 300 % par année, c'est exceptionnel. Jean-François, de ton côté, donnez une idée de quel genre de croissance vous avez connu. Oui, c'est le fun d'entendre Judith. C'est drôle parce que chez SBI, c'était un peu la même chose. Dès le début, on se disait tout le temps, on se projetait toujours dans le futur, puis on faisait 5,5 millions de chiffre d'affaires là, au début, en 1999. Puis dans toutes les discussions qu'on avait, c'était tout le temps, bien, quand on va faire 100 millions, c'est comme ça qu'il va falloir être structuré. À 100 millions, c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui va arriver. Donc on prévoyait toujours, on projetait l'entreprise toujours plus loin, puis ça nous aidait à prendre des décisions de croissance. Finalement, ça nous mettait dans cette posture-là. Puis ça, je pense que ça a fait une bonne différence. En termes de croissance, là, pour vous donner une idée, c'est ça, c'est SBI, depuis 1999, c'est de 5,5 millions de chiffre d'affaires à 80 millions de chiffre d'affaires à travers acquisition, développement de certains verticaux, comme rajouter certaines offres à ce qu'on faisait déjà, là, donc les cheminées qui se sont rajoutées à faire des appareils, développer aussi tout ce qui était le B2C. Puis peut-être que ce qui a été particulier à travers tout ça, c'est, oui, une forte croissance, mais à travers un marché qui est hautement cyclique et saisonnier. Donc, ce qui a été difficile chez SBI, puis qu'il a fallu s'adapter beaucoup à travers cette croissance-là, puis qui l'a rendu très difficile, c'est de dire que des années, on a déjà fait 42 millions de chiffre d'affaires, puis l'année d'après, 32. Là. Donc, on est déjà, à travers cette croissance-là qui a été finalement soutenue en moyenne, mais moi, ma ligne, là, était comme ça. Là, ça fait qu'on ne pouvait pas dire, c'était pas linéaire la patente qu'on pouvait dire, bien, là, on a fait 20 % de croissance cette année, l'année prochaine, on va faire 20, puis l'autre année d'après, on va faire 20. Nous autres, ça a été des fois 42 %, puis l'année d'après, moins 10, puis là, l'autre année, 12, 12, 12, puis là, tout d'un coup, moins 30, puis là, après ça. Donc, parce que c'était la nature du marché puis de la business. Donc, c'est ça qui l'a rendu un petit peu plus difficile, cette croissance-là, mais qui, somme toute, est fulgurante pareil quand tu regardes le résultat final. Là, phénoménal. Et ce que j'entends et ce que je comprends, puis je pense que Judith, tu l'as un peu exprimé aussi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Tu l'as bien dit, Jean-François, il y a eu des hauts, des bas, des challenges.
Maintenant, j'aimerais vous entendre. Vous l'avez un peu parlé. Judith, tu as parlé de tes 3 piliers. Jean-François, de certaines choses que vous avez faites. Mais gérer une telle croissance, l'opérationnaliser, la digérer année après année, en pleine pénurie de main-d'œuvre, après ça, la COVID, etc., j'imagine que ça vous a amené à devoir faire toutes sortes de projets, des projets audacieux, des projets ambitieux. J'aimerais vous entendre sur le type d'initiative ou de projet peut-être technologique que vous avez eu à mettre de l'avant, Judith. Moi, ce qui est... Tu sais, la croissance, en tout cas, quand tu es un entrepreneur, ce qui est le fun, c'est de faire de la croissance. Fait qu'après ça, en tout cas, ben, pour moi, après ça, n'importe quel curveball qu'on te pitch, quand ton entreprise est comme le vent dans les voiles, puis tu as de la belle croissance, moi, j'ai du fun, là, comme ça n'a pas de bon sens. Quand on faisait l'intégration de Miss Fresh, tu sais, ça a été comme 3 mois qu'on déménageait une usine dans une nouvelle usine. On arrivait dans une nouvelle usine à Ville-Saint-Laurent, il fallait s'installer, discontinuer une ligne dans l'Ouest canadien, merger plein dans de nouveaux employés, des nouvelles technologies, choisir quelle technologie on... Après ça, la COVID, même chose. Le début de la COVID pour Cookit, ça a été une belle croissance quand même. C'est une période qui a duré comme 3-4 semaines, mettons. Mais ça a été une période qui nous a permis de faire progresser. Donc ça, ces périodes-là, moi, j'ai eu du fun, là, comme ça n'a pas de bon sens. Quand on a peut-être un peu de moins de fun, c'est justement quand tu es... Puis Jean-François le disait bien, là, parce que souvent, on a l'impression que la croissance, c'est linéaire. Puis que quand une semaine ou un mois, tu n'as pas de croissance, tu peux limite comme être un peu genre déstabilisé. Mais chez Cookit aussi, la croissance, ça a tout le temps été comme ça. Là, ça a été des piliers, ça a été des plateaux. Puis il faut tout le temps que tu comme shake le cocotier pour passer au prochain plateau. Parce que si tu penses juste qu'en faisant un peu la même chose que tu faisais hier, tu vas continuer à poursuivre la croissance, ben non, c'est pas comme ça. Fait que c'est pour ça que non, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, une des affaires que j'aime bien, c'est, il y a plusieurs départements, ben, comme dans n'importe quelle entreprise, là, mais il y a plusieurs départements dans Cookit, et c'est d'utiliser des méthodes de travail d'une équipe sur d'autres équipes. Comme par exemple, moi, je suis vraiment une fille de e-com, le marketing, la mise en marché, c'est vraiment comme mon dada, c'est sur quoi je tripe. Mais justement, quand on est arrivé puis la pénurie de main-d'œuvre, la forte croissance de Cookit, mais toutes mes compétences que j'avais apprises dans l'industrie du e-com, envoyer des newsletters, booker des trucs, virtualiser des rendez-vous, des trucs comme ça, mais on a pris tous ces acquis-là de l'équipe marketing puis on les a transférés à l'équipe RH qui, elle, n'était pas tant habituée. Là, ils étaient plus habitués à envoyer un courriel, appeler la personne, se déplacer pour faire une entrevue. Mais là, comme il fallait scaler ça ultra rapidement, c'est ça qu'on a commencé à faire. Puis là, on était capable de passer là, comme 20 entrevues à toutes les 15 minutes. Ça gaulait, on était capable d'embaucher quasiment 50 personnes par jour. Fait que je sais pas si c'est, mettons, ça que tu avais en tête comme question, là, mais c'est ça qui m'est venu en tête comme réponse. C'est une excellente réponse, puis il n'y a pas de réponse, écrite dans un livre, non. Puis ce que j'aime dans ce que tu amènes, c'est qu'il y a plusieurs projets, je vais dire technologiques ou d'innovation que vous avez mis en place, que vous avez pris des bonnes pratiques ou ce que vous excelliez dans certains départements pour les amener à d'autres départements, et puis ça vous a permis de bien venir soutenir votre croissance de cette façon-là. Puis c'est vraiment intéressant. Jean-François, de ton côté, des exemples de projets qui t'ont permis d'opérationnaliser toute cette croissance-là? Bien, en fait, j'irais de façon complémentaire, là, ce qu'on s'est rendu compte, nous autres, avec toute cette croissance-là, ou ces hauts et ces bas-là, là, dans cette croissance-là, ce qui était vraiment payant, c'était de se concentrer sur nos processus d'affaires, puis de bien les documenter, puis de bien comprendre finalement ce qu'on faisait bien, puis ce qu'on faisait mal. Mais je pense que souvent, on a tendance de pas passer assez de temps à faire ça, surtout quand on est en croissance. Tout va vite. Puis finalement, on pense que finalement,
tout le monde va être là éternellement, que finalement, cette personne-là, elle va être là demain. Puis finalement, on se rend compte que là, ça se met à aller vite. Des fois, on a des gens qui ne suivent pas la croissance de l'entreprise. On a besoin de nouveaux talents. Là, quand ces nouveaux talents-là arrivent, comment on s'en occupe? Donc, une des choses qui nous a permis de traverser bien le temps, c'est d'assez tôt réaliser qu'il fallait mettre des efforts à avoir des processus qui étaient documentés, qui étaient clairs. Donc ça, on a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Puis ça nous a permis, après ça, quand on s'est mis à faire des projets qui étaient technologiques, puis de pousser la machine un petit peu plus loin, on avait les équipes, on avait la culture à l'interne pour recevoir ces projets-là. Chez nous, ce que ça a été beaucoup l'automatisation, les robots, le 4.0. Donc ça nous a sauvé beaucoup parce qu'il faut se rappeler qu'on est un manufacturier à la base. Donc nous autres, on fait de la transformation, on part de l'acier, puis on fait un produit fini avec. On passe à travers tout ce qui est soudure, peinture, tous des métiers qu'on n'arrive plus à trouver aujourd'hui. Donc, si on n'avait pas mis beaucoup d'automatisation à ce niveau-là, on ne s'en sortirait pas aujourd'hui, là. Donc, nous autres, ça a été notre parcours. Donc, de bien documenter nos processus, tout l'aspect du 5S autour de ça, les KPI, les indicateurs de performance. Donc, toutes ces choses-là qui étaient en place et qui nous ont permis, après ça, de faire ces projets technologiques-là pour nous supporter dans cette croissance-là. C'est super intéressant. Il y a un point que tu as amené, Jean-François. Tu as parlé de culture, changement, etc. Quand on fait tous ces projets-là, autant chez SBI que chez Cookit, je n'ai pour dire les secrets, c'est pas bon, mais qu'est-ce qui peut faire que notre projet, soit en automatisation dans ton cas, soit dans le e-commerce, au niveau du ERP, de la logistique, chez vous, Judith, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? On entend souvent les gens dire que ce n'est pas juste la technologie, ce n'est pas juste la solution. Comment on arrive à créer des succès avec ces initiatives-là qui sont souvent risquées avec nos gens, avec nos employés dans nos organisations? Judith? Bien, moi, j'aime bien cette notion de succès ou d'échec là, parce que moi, j'aime particulièrement l'échec. Et c'est important que ça soit autant dans nos carrières que peu importe, que dans les projets qu'on va livrer. Moi, je dis souvent que 98% des projets qu'on va livrer chez Cookit sont des échecs. Puis je viens mettre la barre très, très basse, là, vous l'aurez compris. Mais après ça, c'est de notre ressort de les transformer en succès. Et là, c'est sûr là, que plus on Cookit est parti du stade de l'enfance pour se rendre à l'adolescence. Donc là, on devient de plus en plus mature comme organisation, donc un petit peu plus structuré, moins agile, plus lent aussi. Puis là, on essaie de moins se planter, mettons. Mais quand même, ce que j'aimais beaucoup dans les premières années, c'est qu'on avait cette fougue, cette agilité-là à livrer des nouveaux projets, plus en mode MVP, dans le sens de Minimum Viable Product. Donc, le but, c'était de le livrer le plus rapidement vers le marché, voir si ça allait être bien adopté par nos clients, ou nos clients à l'interne. Là, ces projets-là, ça peut être des clients à l'interne aussi. Donc, je pense ce qui est important, c'est de livrer des trucs. C'est d'avoir une cadence qui va nous permettre justement de pouvoir livrer plusieurs trucs sur plusieurs mois. Mais c'est aussi de s'adapter tout le temps pour les peaufiner, parce que on en a fait plein des affaires. Là, mettons, même si mettons, la première année, là, je vous l'ai dit, j'ai fait 92 000 de chiffre d'affaires. Là. Mon ambition, c'est d'en faire 10 millions. J'aurais pu me dire que Cookit était un échec et à ce moment-là, j'aurais pu jeter la serviette. Mais comme tout projet que tu fais, ben c'est à force de le peaufiner, de comprendre, de l'améliorer que ça va finir par marcher. T'sais. Donc, c'est un peu de la même façon que j'essaie qu'à l'interne, on voit ces projets-là. Même si c'est difficile, c'est sûr certain que tout ce qu'on veut faire, on veut que ce soit un succès, mais d'avoir cette capacité et cette empathie à dire, ben check, on l'a fait, là, on va l'améliorer, puis on va pas lâcher. Et c'est intéressant ce que tu amènes. J'entends beaucoup se donner le droit à l'erreur, se donner le droit aux gens de l'équipe de ne pas toujours réussir du premier coup, mais de travailler pour améliorer les choses puis d'y aller de manière incrémentale peut être une belle source de succès. Jean-François, côté technologie, tu as parlé d'automatisation.
Souvent, on a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, j'ai acheté des robots, ça n'a pas fonctionné. » De ton côté, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi cette intégration-là de technologie? Comment ça a été accepté par tes gens? Comment tu as amené ça chez vous puis que ça a marché? Ben, en fait, je peux le prendre du côté autant de l'échec de dire, ben, ce qui t'amène à avoir un échec dans un projet technologique, c'est aussi, si tu n'as pas cet échec-là, ben, tu as forcément un succès. Une des choses qu'on a appris, maturité de la technologie. Jamais sous-estimer de l'analyse que tu dois faire par rapport à cette maturité-là. Est-ce que cette technologie-là, elle est prête vraiment pour ce que tu veux en faire ou tu vas faire de la recherche et développement dans ça? T'sais? Donc, peut-être que comme manufacturier, tu n'es pas prêt à être le premier à avoir ce type de robot-là dans tes installations. Donc, il faut que tu le saches aussi que tu es le premier. Donc, cette maturité-là, il faut que tu l'adresses. Ça, c'est une des choses qu'on s'est rendu compte que des fois, on l'avait mal adressé, puis finalement, on était les first to market ou presque au Canada ou au Québec. Bien là, comment tu as le support, comment là, ça ne sera pas facile. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a appris à faire attention. La deuxième chose, la maturité de l'équipe à l'interne. Donc, si tu fais seulement confiance à un sous-traitant, bien, il faut que tu l'adresses, ce sous-traitant-là aussi. Sinon, ben c'est sur ton équipe que ça va reposer. Donc, est-ce que ton équipe est prête à recevoir cette technologie-là? Puis, est-ce que tu as des formations à faire? Est-ce que tu as de l'embauche à faire? Puis, il faut que tu arrimes ça en même temps que ton projet. Puis, si tu le sous-estimes, tu vas avoir un problème. Puis, si tu le fais bien, bien, tu vas avoir un succès. Puis, peut-être la dernière chose dans les projets technologiques, c'est que souvent, on a tendance à vouloir sortir la balle du champ. On veut le coup de circuit à tout prix. Donc, tant qu'à faire, on va automatiser ça. Puis là, ça va faire ça. Puis là, ça serait le fun aussi qu'on n'ait pas besoin de toucher à la matière puis que ça pourrait faire le contrôle de qualité en même temps. Puis ça serait le fun si telle chose. Bien là, finalement, à un moment donné, le projet, il devient tellement gros, tellement complexe que là, ton risque augmente, puis finalement, bien, tu te plantes ou tu n'as pas de succès. Donc, nous autres, le concept des petites victoires, puis de s'assurer de dire, bien, non, on va le garder à ce niveau-là, le projet, parce que ça, on sait qu'on est capable de le livrer rapidement, puis qu'on est capable d'avoir un gain. Ça ne sera peut-être pas le gain qu'on voudrait dans la dernière phase, mais au moins, on va avoir un gain. Donc, ça va encourager tout le monde. Donc, je dirais que c'est à peu près les trois choses là, sur lesquelles on a misé, puis quand on n'a pas bien fait ces trois-là, ben on a eu un échec. C'est le fun de le tester comme ça. C'est bon. Donc, les petites étapes, les projets incrémentaux, les victoires, puis on va gagner l'adhésion, si on veut, des équipes. Tout à fait. Maintenant, j'ai une question plus, pour dire plus personnelle pour chacun de vous. Le rôle du leader dans cette croissance-là, dans vos projets qui vous ont mené là. Quel a été votre rôle, Judith, comme PDG, Jean-François comme VP? Puis j'ai envie de commencer avec Judith parce que tu étais en plus dans une nouvelle industrie, tu as quasiment bâti le modèle. Donc, quel a été ton rôle comme leader dans tous ces projets-là pour s'assurer que ça se passait bien? Dans une entreprise en croissance, ton rôle, il est porté à évoluer extrêmement rapidement. Là, il y a 5 ans, il y a 6 ans, je passais le balai puis je faisais de la livraison. Je vous rassure, aujourd'hui, je ne passe plus le balai. Bien, chez moi, oui, mais en fait, non, même pas. Mais donc, mon rôle, il évolue extrêmement rapidement parce qu'à toutes les fois tous les 3 mois, je me retourne puis je regarde Cookit puis c'est complètement une nouvelle bébite. Donc, ça demande une très, très grande capacité d'adaptation. Puis aussi souvent, pour le rôle que j'avais il y a 6 mois, je suis devenue comme vraiment, vraiment bonne, ou je commence à l'être. Puis là, déjà, je suis rendue comme dans un nouveau rôle de leadership, que ce soit par rapport à mes équipes ou même par rapport à mes investisseurs, mes parties prenantes, mon conseil d'administration, donc, ça demande une très forte capacité d'adaptation. Puis il y a 2 phrases ces temps-ci, en fait, que je vous dis souvent. C'est « ça prend 10 000 heures avant d'être un expert ». Ça prend 10 000 heures avant d'être un expert. C'est normal que tu ne sois pas un expert. Tu dis « ça prend 10 000 heures avant d'être un expert ». Puis, l'autre phrase que je me dis particulièrement ce temps-ci, c'est comme ça qu'on distingue les hommes des enfants. C'est comme ça qu'on distingue les hommes. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Fait qu'il y a comme... cette capacité d'adaptation-là, cette résilience-là là aussi,
pas facile d'avoir une entreprise en 2022. Je suis entourée d'entrepreneurs, de présidents, puis c'est un peu un langage commun. Comment moi, je vois mon rôle, c'est vraiment... de un, je suis comme la porte-parole de l'ambition, de la culture d'entreprise. Et une des choses qui est le plus importante pour nous, c'est qu'on est des gens ambitieux, mais qui veulent avoir du fun. Donc, essayer de marier un peu les deux. De lancer des nouveaux projets d'usine, bien, ça ne se fait pas sans louer un autobus scolaire avec quelqu'un qui va nous tirer aux cartes, mettons. Un ne va pas sans l'autre, pour moi. Puis après ça, au final, comment je vois mon rôle, c'est vraiment d'être comme la Chief Vision Officer, dans le sens que je vais m'entourer de gens dont j'ai le goût d'être inspirée par où ils ont envie d'amener Cookit. Puis après ça, mon rôle, c'est de prendre tout ça, de comme le prioriser, le structurer, le mâcher pour faire en sorte qu'après ça, on puisse le communiquer aux équipes. Fait que c'est un peu comme un rôle de cheerleader, puis d'écoute, mais tout en se disant qu'on peut rêver grand. C'est un peu comme ça que je le décris, mon rôle chez Cookit. J'aime ça. Cheerleader, psychologue, animatrice, qui regroupe tout le monde puis qu'on s'assure qu'on avance. C'est fantastique. Jean-François, de ton côté, ton rôle dans tous ces projets-là, ton rôle de leader, comment tu l'as joué? Qu'est-ce que ça t'a amené à faire? Bien, tu sais, je pense que Judith en parle bien, puis tu sais, c'est le fun de voir ça. Je pense qu'à la fin, là, c'est être impliqué, tu sais. On peut pas penser puis être passionné, tu sais. J'entends on le sait que Judith est passionnée, ça se voit tout de suite. Tu sais, ben, chez nous, c'est pareil, tu sais. On aime notre produit, on est passionné de notre business, on est passionné d'innovation, on n'est pas là à s'asseoir puis à dire, ben là, il ne faudrait pas qu'il y ait rien qui change. Tu sais, ce serait le fun là, qu'il arrive à rien. Tu sais, pour les 6 prochains mois, là, on ne fait rien puis il arrive à rien. Tu sais, non, fondamentalement, on n'est pas comme ça. C'est l'inverse. Tu sais, si on a 5 minutes qu'il ne se passe rien, on est déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on pourrait bien shaker ou quelle roche qu'on pourrait bien revirer pour qu'il se passe de quoi. Tu sais. Donc, je pense qu'à la fin, si on veut que ces projets-là fonctionnent, si on veut qu'il y en ait des projets puis qu'il y ait une vision, bien, il faut s'impliquer. Il faut être curieux, il faut être à l'écoute. Puis moi, je pense qu'à la fin, on peut pas penser que les choses vont arriver tout seules puis qu'ils vont toutes se mettre en place facilement si on ne s'implique pas puis si on n'est pas passionné par notre produit, par notre business, par notre marché. Donc, je pense que c'est ça qui a fait la différence à travers les années. Que les équipes finissent par dire wow, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui arrive, c'est le fun, on veut rester là pour voir c'est quoi la prochaine patente qui va arriver, puis c'est dans quelle direction qu'on va aller, là, tu sais, donc... Super. Donc, on s'implique, le gestionnaire a son rôle à jouer, ça ne se passe pas tout seul, on l'entend très bien. Mais tu vois, Jean-François, oui? excuse-moi, mais tu as dit, on ne fait pas rien pendant 6 mois, puis genre, j'ai eu comme un petit... ça a l'air paisible. On pourrait peut-être faire ça au final. Ça a comme sonné exotique, là. Quel bon plan! Non, on aurait tellement le goût, mais tu sais, j'avais un de mes mentors qui, en début, là, quand on s'impliquait chez SBI, puis il me disait souvent, là, tu sais, la journée que tu vas être assis dans ton bureau, tu vas te dire, tout va bien, c'est le fun, tout est sous contrôle. Là, il me disait, là c'est là qu'il faut que tu te stresses. Là. Donne-toi une bonne claque en arrière de la tête, là, puis là, dis-toi, voyons, il y a de quoi de pas normal, là. Réfléchis, c'est quoi l'angle mort que tu n'as pas vu, puis tout ça. C'est extrêmement stressant quand tu penses à ça parce que tu te dis, ben voyons, ça finira jamais, mais à la fin, c'est plate, mais quand tu signes pour ça, c'est un peu ça qui se passe. T'sais. Sinon, tu es mieux de laisser ta place à quelqu'un d'autre qui a encore cette fougue-là de le faire, parce que je pense pas que ni Cookit ni SBI seraient arrivés là s'il n'y avait pas eu un peu cette vision-là, puis cette fougue-là, cette passion-là, puis cette énergie-là de dire c'est quoi le prochain projet, puis on n'a même pas fini. Puis c'est ça que les gens souvent autour de nous vont dire. Ils vont dire, ben là, on n'a même pas fini celui-là, pourquoi tu nous parles du prochain? Ben, ça en prend un prochain. On ne peut pas s'arrêter là, il faut continuer. Non, on n'a pas le choix. Puis tu l'as amené, Jean-François. Une des dernières questions que j'ai pour vous avant de vous laisser, c'est ça aurait été quoi le coût
pour votre entreprise de ne pas faire tous ces beaux projets-là, toutes ces belles initiatives-là? Ça aurait été quoi les conséquences de ne pas se lancer comme vous l'avez fait si bien tous les deux? Judith, pour toi? Tu deviens obsolète. Là. Tu sais, moi, je trouve qu'une de nos plus grandes responsabilités, c'est comment rester relevant. Là, j'ai tout le temps de la misère avec le mot français, là, le relevancy, dans un marché qui évolue tellement vite, c'est un marché de l'emploi, de la technologie, des techniques de production, peu importe, dans l'évolution du produit by itself. Moi, je peux juste regarder le kit à cuisiner d'aujourd'hui est très, très loin de celui d'il y a 7 ans, puis on est à des années-lumière encore de comment le produit va innover pour les 7 prochaines années. Donc, si tu restes pas relevant, un jour, tu deviens obsolète et c'est ça. Puis après ça, ben, le coût, c'est ta fortune personnelle, la fortune de ton entreprise, les emplois que tu crées, l'impact qu'on va avoir au Québec. Pour moi, je vois ça dramatique. C'est bon, c'est bon. Jean-François, de ton côté? C'est aussi dramatique. Moi, c'est le seul mot qui me vient en tête, c'est la mort. Ouais. Je veux dire, c'est aussi plate que ça. C'est la mort de ton entreprise. Nous, on a fait 10 acquisitions dans notre industrie. Donc, ces entreprises-là sont finalement pas mortes parce que finalement, on les a acquis, puis souvent leur marque de commerce a continué, mais il y a quand même eu des conséquences à tout ça. Donc, à la fin, il y a ceux qui survivent, qui comme je dis, qui évoluent, qui se redéfinissent, qui pivotent, puis qui font que dans 30 ans, ils sont encore là, puis il y a les autres qui sont plus là. T'sais. Donc, finalement, à la fin, moi, je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'entre-deux. Tu ne peux pas dire... ou l'entre-deux, il est très inconfortable. Donc, il y a moins de belles histoires à raconter. Ça fait que moi, je pense que finalement, j'aime mieux la croissance à la mort. Donc, pas avoir peur de se lancer, pas avoir peur d'y aller. Puis la croissance suit. Et si on ne fait rien, ben il y a un véritable danger de ne pas passer au travers. Judith, Jean-François, on est déjà au bout de notre temps. Je veux vous remercier. Merci sincèrement pour votre temps, très inspirant. Et je suis convaincu que ça va avoir donné le goût à plein d'entrepreneurs qui nous écoutent de suivre vos pas et de se lancer dans la croissance de leur entreprise. Merci infiniment. Merci beaucoup. Dire.